je lui mets les chaussures à l'envers, je lui zippe la fermeture éclair avec le cou. Passer 3 heures à jouer à la poupée avec ma fille, je l'ai jamais fait. Il y a des moments où elles me sortent par les trous de nez. Et je leur dis, dégage. Elles ont eu des bonnes claques sur le cul aussi souvent que nécessaire. Il y a quand même des moments où on se dit mais je sais pas, qu'elle soit pas là juste 2 heures quoi. Je suis une mère parfaite, c'est-à-dire imparfaite. Je suis un peu la mère jongleuse. Je suis pas dans le don de soi. J'ai l'air un peu cinglée comme ça. Je suis une maman névrosée. Je suis une merde. J'ai été éduquée pour être une mère. Je pense que c'était le rôle social de la femme. Moi, c'était les années... mon éducation, c'était les années 60. Quand j'ai eu mes premières règles, je me rappelle, c'était dans un contexte très particulier. On était en retraite de communion, et moi, je ne savais pas ce que c'était. Et on en a fait un moment, mais moi, j'ai été la reine de la journée, presque. Enfin, c'était Martine est devenue femme, et ça voulait dire, les sœurs m'ont expliqué, ça voulait dire que maintenant, à partir de maintenant, c'était possible pour moi d'être une mère, et voilà. Moi, j'ai un gros avantage et un super inconvénient dans la vie. J'ai une mère géniale. Donc, ça place la barre super haut, quoi. Toi, tu dis, jamais je pourrais être une mère comme ça. C'est impossible. Ah bah moi, je vais surtout pas être comme ma mère. Non, je me suis clairement dit, je serais pas comme ma mère. Je me suis vraiment clairement dit ça. Voilà. Et je me suis dit... Même si maintenant, en regardant de plus près, j'ai fait beaucoup de choses comme elle. Ah oui, j'avais vraiment dans ma tête un schéma de mère. Je voulais être cette mère, un peu comme je voyais dans les films, la femme qui est là, qui est toujours calme, qui est belle, toujours fraîche, toujours bien habillée, toujours. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a aucun souci, quoi. Cette espèce de mère idéale, tu vois, qui s'énerve pas, qui reste calme. Les enfants, à table. Et là, t'as 8 marmots qui font pas un pet de bruit, qui s'assoient à table. Oui, mère. Attends, ça, c'est l'image de la mère que j'avais. Pas forcément la mère parfaite qu'on imagine, préparer des goûters pour ses enfants, aller à la sortie de l'école, ça c'était pas forcément mon ambition, mais d'être une mère extrêmement ouverte au dialogue, très pédagogue. Je savais que, déjà, mon enfant, j'essaierais les couches lavables, je le porterais avec une écharpe, et puis j'étais pas contre tout un tas de trucs naturels qui me semblaient super chouettes, super logiques. Puis, oui, je me voyais quelqu'un qui allait pas trop se prendre la tête sur des détails. Et puis... je pensais que tout allait être aussi évident, que j'allais savoir gérer, que j'allais savoir comprendre, que j'allais garder aussi cette joie de vivre que j'avais toujours eue avant. Enfin, que il pleure, c'est normal. Enfin, je pensais vraiment que j'allais prendre les choses comme ça. Je pense qu'on y croit tout un peu quand même. Quand est-ce qu'on est vraiment femelle, quoi ? Et la grossesse, c'est un moment où on peut vraiment être femelle. Voilà. Et j'étais un animal et je réfléchis pas plus que ça. Et pour moi, la maternité, c'est ce droit à reconnecter à l'animal, à la femelle, quoi. Je fantasmais beaucoup sur la grossesse, sur le ventre rond, sur sentir son enfant, caresser son ventre. Alors j'ai beaucoup caressé mon ventre, mais alors tout le reste... Moi, on m'avait beaucoup parlé d'un moment hyper fort, hyper beau, hyper épanouissant. Je me suis pas du tout sentie épanouie. Mais pas du tout. Pour moi, c'était naturel. Ouais, je me suis pas posé de questions. Ça se faisait. Voilà. Une fois que t'as mis ton gâteau au four, il est en train de cuire, tu réfléchis pas. Enfin, tu vérifies le temps, mais c'est tout. Tu vas pas aller vérifier tous les 5 minutes. Voilà, c'est un peu ça. C'était aussi simple que ça. Physiquement, c'est vachement dur. Puis j'avais pris 25 kilos, donc je me supportais plus. J'avais un trop plein, en fait. Une espèce de trop plein.
J'ai coupé mes cheveux. J'ai une espèce de truc d'oppression. Dès qu'on mange épicé, toute la journée on rote, on se souvient qu'on a mangé un couscous. Moi, j'ai pas eu d'hémorroïdes, mais j'ai au moins une dizaine de copines qui m'en ont parlé sous le sceau du secret. Tu te sens vraiment... moi, quand j'étais sur mon canapé, je me regardais, je supportais pas, quoi. C'était l'été, en plus. L'été, ça a été un peu difficile parce que j'étais bien grosse, j'avais gonflé de partout. On commence à sentir l'enfant, c'est vraiment un beau moment, mais de toute façon, à partir de ce moment-là, on arrête de dormir plus de 3 heures d'affilée. Non, moi, je trouve que il y a vraiment des choses, c'est unique comme moment, mais alors c'est bien quand c'est passé aussi, hein. Au fond de moi, j'ai jamais ressenti l'envie, le désir violent d'être enceinte. Quand on en parlait avec mon mari, quand il lui est arrivé de me dire « j'aimerais bien te voir enceinte », ces mots-là, moi, ça... alors c'est difficile de dire « oh là là, non, ça n'arrivera jamais », mais au fond de moi, je le sentais. Donc partant de là, voilà, c'est un désir qu'on a eu tous les deux à un moment, et puis on a essayé d'avoir des enfants, c'est pas venu. Donc bon, c'est assez rapidement tourné vers l'adoption et finalement je crois qu'avec le recul l'adoption c'était peut-être aussi une façon de répondre à mon absence de désir de grossesse. C'est-à-dire que on n'a pas cherché à faire de la procréation médicalement assistée, on n'a pas cherché à aller vraiment à tout prix vers la fabrication d'un enfant. J'aime pas ce terme fabriqué, mais il résonne quand même en moi, voilà. J'ai eu un rêve assez étrange. C'est moi qui ouvrais mon ventre et je le sortais. Je disais là, ouais, super et tout. Et en fait, je me dis, mais merde, Amandine, c'est trop tard, tu l'as ouvert. C'est trop tôt, tu l'as ouvert. Il est pas encore mûr pour sortir. Et c'est irrémédiable, il va mourir parce qu'à cause de toi, t'as ouvert ce ventre alors que c'était trop tôt. Et je peux pas. Et j'étais là à essayer de le remettre, mais merde. Je l'ai ouvert trop tôt et tout. J'étais une mauvaise mère en vrai. J'avais commencé à m'enseigner sur l'accouchement à domicile et je me sentais beaucoup... Enfin, je me disais, voilà, une vache, elle est capable d'accoucher toute seule, je suis pas plus bête qu'une vache, j'arriverai à accoucher à la maison. Enfin, puis encore, moi, j'ai la chance d'avoir une sage-femme, à la différence de la vache. Puis la naissance, c'est quelque chose d'intime, quoi. On a fait notre enfant dans l'intimité et on l'a mise au monde dans l'intimité aussi, quoi. Voilà. Il y a plein de femmes qui disent c'est le plus beau jour de ma vie et machin, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout, hein, c'est carrément horrible. Je trouve ça très bestial en fait. Pour moi, c'est quelque chose. Comme c'est pas forcément un besoin que j'ai ressenti, j'ai du mal à rester devant, par exemple, des images d'un accouchement. Les cris que je poussais, c'était vraiment comme un cri quand on joue au tennis, genre ah. Enfin, il y a un côté, j'étais dans le truc, j'étais vraiment ça. J'accompagnais en fait, voilà. Et puis, donc la tête du bébé est sortie et la sage-femme a dit la tête est sortie. Je veux voir donc, tu descends ta main entre tes jambes, là où tu sais ce que tu vas y trouver, hein. Logiquement, au moins une fois on s'est touché. Sauf que là, c'est pas du tout la même chose. Tu sens un truc doux, dufteux, et t'as l'impression d'avoir une foufoune extra large. Et effectivement, c'est la tête de ton bébé. Et là, tu te mets à pousser. Là, tu trouves une ressource au fond de toi que tu t'imaginais même pas. Et tu pousses comme une malade. T'as les veines comme ça, t'as une tronche comme ça. Tu pousses et tout d'un coup, délivrance. Et quand elle est sortie, donc je me souviens très bien, moi j'étais complètement explosée. Et je l'ai vue par terre et elle était donc face contre sol sur le carrelage de la salle de bain. Et je me suis dit, elle est morte. Mais je m'en foutais complètement. J'étais vivante, quoi. Et c'était... mais j'avais ce truc, je regardais et pour moi, c'était comme un steak, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas plus d'émotion, quoi. J'étais juste... Il faut savoir qu'en Chine, souvent la rencontre se fait pas à l'orphelinat, on est à l'hôtel, bon, alors c'est très très encadré, et ils sont dans les bras de parents qu'ils n'ont jamais vus, de parents qui n'ont pas les mêmes odeurs que celles auxquelles ils sont habitués, pas les mêmes sonorités, enfin
C'est probablement un moment très 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 effrayant pour les enfants. D'ailleurs, ils sont pour la plupart soit prostrés, soit vraiment en retrait, enfin on le sent. Elle avait un quartier de pomme qu'elle serrait très très fort dans sa main. Donc on lui a enlevé, parce qu'il était tout jauni à force, mais on lui a remis un petit biscuit à la place. Enfin, on avait prévu un petit peu tout ça. Et donc, c'est un peu le moment où la tension redescend. Donc, elle est échangée, elle est calme. Enfin, calme, on sent qu'elle est tendue, mais elle pleure pas. Là, je suis assise sur le lit, je l'ai comme ça dans les bras. Là, j'ai vu mon mari avec le bébé sur lui. Et là, j'ai commencé à voir mon cœur qui s'ouvre, en fait. Et puis, ils l'ont mis à côté de moi. Vraiment la tête à côté de ma tête. Et en fait, là, j'ai eu... ma fille en fait qui m'a regardée et il y a vraiment une sensation de mais c'est qui enfin de voilà, je le connaissais pas en fait, je l'ai porté pendant 9 mois, on me l'a apporté comme ça et je me suis sentie toute con et dans ma tête j'étais là salut moi c'est Elodie, je suis ta maman. Il avait une gueule pas possible, mais je le trouvais vachement beau quand même. Mais il avait une tête de boxeur, il était vraiment très tonique. Ça m'a vachement plu. J'étais charmée quand même. Et vraiment, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était comme une reconnaissance. J'ai fait connaissance d'elle, et c'est là que je me suis sentie maman, quoi. Voilà, ça a commencé là. C'est à ce moment-là, moi, que je suis devenue mère. C'est pas quand j'ai reçu le dossier, c'est pas quand on a fait toutes les démarches, c'est pas... je me souviens d'avoir ressenti, de m'être dit, mais vraiment, si quelqu'un vient me la prendre maintenant, je le tue. C'est vraiment, puis c'était pas je le tue comme ça, une expression, quoi. J'ai vraiment ça, alors si c'est ça l'instinct maternel, oui, je l'ai eu. Bon, maintenant, elle est là. Ok, je sais la changer. Je sais lui changer une couche. Je sais lui donner le bain. Et je me suis tout de suite rendu compte que ça allait pas être assez. Et là, il y a une espèce de... comme un petit doute, tu sais, qui naît comme ça. Ce petit doute, il va s'entretenir. Jour après jour, en disant, mais est-ce que je vais y arriver ? Parce qu'alors on lit dans les magazines, on voit à la télé, oui, l'instinct maternel existe, tu vas savoir pourquoi ton enfant crie, parce qu'il a faim, c'est pas le même cri quand il a le cul sale, machin. Et toi, bien sûr, t'es crédule comme tout le monde, s'ils le disent à la télé, c'est que ça doit être vrai, donc t'y crois. Sauf que ta gamine, ça fait 2 heures ou 3 heures qu'elle braille, et t'es incapable de savoir pourquoi. Parce que ça aussi, c'est la grande utopie où on nous dit... mais une mère, au bout d'un moment, en fonction des pleurs de son bébé, elle sait exactement ce dont il a besoin. Je n'ai jamais compris un seul pleur de ma fille. Ça m'irrite beaucoup, cette histoire d'instinct maternel, comme si c'était quelque chose de réellement physique. Pour moi, c'est pas du tout ça. Et au moment de la naissance, ça a été merveilleux. Mais il ne reste pas moins que les jours d'après, c'était un petit étranger que j'avais avec moi. Après, je pense qu'il y a un instinct, mais ça me plaît pas beaucoup. J'en parlais déjà avec une amie. C'est-à-dire que ce truc-là, super animal, de protection, faut le nourrir, faut qu'il mange, faut qu'il prenne du poids. S'il va pas bien, faut être là, faut le porter. On a un truc comme ça de... presque j'ai l'impression d'être une louve, quoi. Comme une maman chien, quoi. Même quand elle n'avait pas faim ni soif, parfois elle a juste envie de téter pour se rassurer, je la laissais téter, c'était vraiment à son rythme, mais pas dans un truc de mère bienfaisante, c'était plus pour que ça roule. Je sais pas si l'amour a quelque chose à voir là-dedans. Je m'attendais à aimer mon enfant un peu, tu vois, comme si c'était dans le kit de naissance, t'avais l'amour qui était livré avec, et en fait, non. L'instinct maternel d'aimer son enfant, d'être en 18 osmose avec la mère, ce genre de choses, alors là, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, ça a mis vraiment du temps. Pour moi, c'était plus que je l'imaginais. Moi, je disais tout à l'heure, là, que ma crainte, c'était de pas aimer mes enfants. Mais quand j'ai vu tout cet amour qui me tombait dessus, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, là. Après, je me suis plutôt dit l'inverse. Fais attention, elle l'aime pas trop, parce que le jour où elle s'en ira, tu seras trop malheureuse, quoi. Moi, c'était plutôt ça, après. J'ai jamais eu peur de pas l'aimer. Non,
Pourtant, c'est aussi des choses qu'on évoque quand on se prépare à l'adoption. L'adoption, c'est une greffe. Ça peut ne pas prendre. Après, je dis pas que ça s'est fait instantanément. Hein. Ça se fait de manière très échelonnée. Mais non, j'ai jamais eu peur. Non, vraiment pas. De ce côté-là. Ce qui construit mon amour pour mon enfant et après même pour mon deuxième enfant, ça a été la relation que j'ai mis en place, enfin qui s'est nouée entre nous, mais absolument pas le fait qu'il sorte de mon ventre, que ce soit la chair de ma chair et que son papa ait coupé le cordon ombilical, quoi. Ça s'est pas joué dans la chair, ça s'est joué vraiment dans le fait qu'on vive l'un à côté de l'autre et que d'un petit bébé complètement anonyme, ça devienne quelqu'un dont je repère le caractère, dont je vais pouvoir dire « Ah, mon fils, il est comme ça. Oh, regarde, il fait encore cette chose-là. » Et c'est ça, c'est pour moi, c'est là qu'en tout cas, que mon amour de mes enfants est né, quoi. C'est pas du tout dans la chair ou dans l'accouchement ou dans le sang ou dans je sais pas quoi de génétique. Alors la première fois que je suis arrivée chez moi, j'en ai souvent parlé parce que ça m'a vachement marquée. Je me suis sentie comme une étrangère chez moi. C'est-à-dire que tous mes repères étaient bouleversés. Ce qui m'a vraiment frappée, c'était la lumière en fait. La lumière habituelle en fait. Et j'ai allumé une lumière, l'autre, j'ai essayé de trouver l'atmosphère que je connaissais, quoi. Et j'arrivais pas à retrouver ça. Et j'ai lutté pendant plusieurs minutes à essayer à retrouver mon chez-moi. Je me sentais perdue, quoi. Vraiment. J'étais perdue. Et voilà. Et j'ai pas retrouvé cette lumière. Voilà, je l'ai jamais retrouvée. C'est assez dingue, quand même. C'est vrai que quand on rentre chez soi, il y a vraiment cette idée que pourtant c'est ce lieu qu'on connaît tellement bien, dans lequel qui est notre cocon, à deux, en tout cas, notre cocon de couple. Tout à coup, tout se redessine autrement et on doit retrouver la place des choses différemment. Il semblait qu'on avait fait une chambre d'enfant et qu'en gros, la nouveauté, elle devait se concentrer à peu près dans cet espace-là. Et en fait, pas du tout. Ça transpire dans toutes les pièces. Il n'y a plus un endroit où l'enfant n'existe pas. On a cet enfant qui est là et il prend beaucoup de place. Ça me ravit. Mais ce sera plus comme avant. Vraiment, et puis même... Moi aussi. J'ai complètement changé le jour où j'ai accouché. Donc j'ai donné naissance, je suis devenue maman. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait dans l'organisation de la maison, dans l'organisation de sa vie. Mais ça a été aussi un changement intérieur, c'est que je ne me reconnaissais plus. Il y a 2 nouvelles personnes qui naissent, en fait, le jour d'une naissance. Il y a l'enfant et il y a la mère. Et du coup, c'est vraiment compliqué d'essayer de trouver sa place, sa façon d'être, de réussir à dire « ça y est, je suis une maman ». Et maintenant, moi qui allais me prendre des cuites avec mes copains il n'y a pas si longtemps, moi maintenant, je suis une maman, j'ai un enfant et je suis une nouvelle personne et en même temps, j'arrive à rester moi-même. Et c'est dur de s'approprier cette nouvelle personne. Il y avait vraiment eu la Doriane avant, la Doriane après, mais que je ne connaissais pas alors que c'était moi. Donc c'est complètement déstabilisant. Je sais pas, tout d'un coup j'avais décidé qu'il fallait manger à midi alors qu'on n'avait jamais mangé à midi pile et si c'était pas comme ça, je me mettais à pleurer. Quand j'arrive à la maison, c'est bon, allez on y va, tout le monde prend son vin, j'ai l'impression d'être un peu la cheftaine qui arrive et qui cadre les choses, et alors que je pensais pas du tout tomber là-dedans. On se sent un peu étrangère dans sa vie, quoi. Quand on a l'impression d'être entrée dans un monastère sans qu'on nous l'ait dit, en fait. Et je me dis, mais merde, j'ai peur de me perdre, ouais. J'ai vachement peur de me perdre là-dedans, quoi. Là, j'ai mon fils qui s'est réveillé à 2h21 parce qu'il voulait faire pipi. J'ai ma fille qui s'est réveillée à 5h30 parce qu'elle a fait un cauchemar. J'ai ma fille qui s'est réveillée définitivement à 6h30, je sais pas pourquoi. Après, je l'emmène à son rendez-vous médical. Sur le chemin, elle me vomit dessus parce qu'elle a toussé, elle me vomit dessus. Je la mets dans la voiture sur le périphérique. Elle revomit tout son biberon dans son nouveau siège auto. Et j'arrive à l'hôpital et je m'aperçois que mon rendez-vous n'est pas à 9h, mais à midi. Je reviens, je me tape 1 heure de périph' parce que c'est des embouteillage et j'arrive chez moi et j'ai la 39 de fièvre, je me prends un PV le temps que je garde la voiture, que je monte la môme et le siège auto et là je me dis quoi,
j'annule la nounou ou j'annule le rendez-vous médical ou alors je passe directement la journée de demain et j'oublie tout ce que je viens de vivre, quoi. C'est ça, la journée d'une maman, c'est ça. C'est pas une perte de liberté, c'est là, avec L majuscule, tu vois. C'est la perte. C'est horrible ce que je veux dire. J'espère que ma fille vous m'en voudra pas que je dise ça. J'ai l'impression d'être en prison. J'avais 4 murs et je me cognais la tête contre les 4 murs. Alors bien sûr, c'est des jolis murs, parce que c'était des murs... c'était une prison dorée, c'était la prison de mon enfant. Mais c'était quand même une prison, quoi. C'est dur, parce qu'on a une sacrée pression, mais je la sens même physiquement, cette pression. C'est-à-dire que des fois, quand je rentre chez moi, ou quand je m'autorise des débordements, ou que je sors hyper tard et machin, quand je rentre chez moi, c'est genre, bon, alors il va falloir que je gère, quoi. Et ce que je n'avais pas du tout avant. Je pouvais me laisser aller complètement, me faire des journées off et être dans l'insouciance la plus complète. Ça, c'est fini. L'insouciance, c'est quand on n'est pas parent. Alors, c'est marrant parce que c'est souvent des choses que nous disent nos parents et puis on ne le comprend pas. L'insouciance, voilà, c'est fini. Ça, je le sais. Maintenant, c'est bon, j'en ai fait mon deuil. Je serai toujours responsable de quelqu'un. Donc, ce côté, on s'en fiche des conséquences, ça n'existe plus, quoi. C'est fini, ça. Même si je pars en week-end, parce que c'est des choses que je fais avec mes copines, ou si je vais au resto, ou si... Même si elle est avec son père, ou sa grand-mère, ou la nounou, nous, en tant que mère, on ne décroche jamais. Il faut que j'arrive à sortir de ça. Je peux pas me faire asphyxier par ma vie de famille. Je peux pas me faire enfermer par un enfant qui sait même pas marcher, quoi. Effectivement, il y a quand même des moments où on se dit mais je sais pas, qu'elle soit pas là juste 2 heures, quoi. Presque besoin de sortir, d'avoir une toute petite parenthèse, même si elle durait que 5 minutes, mais une toute petite parenthèse de ça, quoi. C'était... un truc idiot, je fume plus depuis très très longtemps, mais je fumais beaucoup quand j'étais plus jeune, et du coup j'avais besoin de prendre une cigarette, quoi, de revenir en arrière, c'était ça, quoi. C'était un peu matérialisé comme ça. Besoin d'aller me planquer au fond du jardin pour fumer une cigarette parce que j'avais 20 ans avec mes cigarettes, quoi. C'était ça. Donc on se sent asphyxié, on se dit je respire pas, il y a rien, j'ai aucun espace dans ma vie, j'ai pas 2 minutes dans ma vie où je suis libre parce que je dépose mon enfant, je prends le métro, je vais travailler, je fais des courses entre midi et 2 parce que j'ai pas le temps, je retourne travailler, je reprends le métro, je m'occupe de mon enfant et je suis tellement fatiguée que je m'écroule dans mon lit et je dors. Je fais plus l'amour, j'ai plus de vie sociale, j'ai plus de vie culturelle. Voilà. Il arrive un moment où punaise, elle me gonflait, cette gamine, quoi. J'en avais marre d'être toujours là, j'en avais marre de lui faire des proutes-proutes. Ok, elle est mignonne, elle est bonne comme du bon pain, elle a des petites fraises rebondies, des petites joues et tout. Ouais, mais il y a des moments où il y en avait marre, quoi. Je me souviendrai tout le temps de ce moment de liberté que j'ai ressenti quand j'ai lâché le bébé à la crèche et que je suis partie, quoi. Où je me suis dit, waouh, c'est la fête. La question qui tue, ton mec rentre le soir, il dit « Alors ma chérie, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» L'horreur. La question qui tue. Comment tu peux avoir l'air intéressante, sexy, drôle et jolie en lui disant « Je vais changer la couche. C'était top. » Ça me fait vachement peur d'être dans ce rôle de mère, là, chiante, à penser aux lessives et que mon bébé, il a des problèmes de bronchiolite, donc il faut que faut que j'enlève cette poussière. Alors qu'avant, c'était vraiment quelque chose qui me... Et même les mères qui étaient comme ça, je comprenais pas. Je me dis, mais évidemment qu'elles sont plus sexy. Je me disais ça, mais évidemment, si elles renvoient ça. Et je me retrouve dans ce rôle-là. Voilà, cette image-là, effectivement, elle est difficile à gérer. L'image de la femme qui bosse, qui est un peu glamour, qui est en tout cas la femme de son mec, et l'image de la mère qui gère le foyer, même si l'expression est un peu galvaudée, c'est ça, quoi. Je veux dire, qui s'occupe de l'intendance, des courses, du ménage, de machin, etc. Et ça,
Et depuis que je suis maman, je cultive le maquillage pour qu'on voit moins mes yeux rouges. Je mets des talons pour qu'on voit moins mes fesses molles. Donc, non, je trouve que question féminité, ça m'a plutôt aidée. Parce que faut compenser, parce que j'ai justement tellement envie d'exister en étant autre chose que la maman d'Ulysse, que nécessairement je vais essayer d'être 10 fois plus sexy que je l'étais avant d'être maman, quoi. Et puis ça marche plutôt bien. Et je me souviens, il était au chômage, moi aussi. Au niveau fric, c'était les gorges du Verdon, quoi. On n'avait pas un flush. Et il vient comme ça, je m'en souviens sûr, il avait son billet de 50 €. 50 €, attends, on faisait les courses une semaine avec ça. Regarde, vas-y, prends-le, sors en boîte. Ça va pas, t'en as besoin, faut que tu sortes, faut que tu t'amuses, faut que tu sortes d'ici, tu vas devenir dingue. C'est bon, je m'occupe de la gamine, prends cet argent, va t'amuser. Allez, je suis allée faire la fête et tout. J'ai redansé. Je suis rentrée à 6h30 du mat, je suis arrivée la tête en vrac. Il m'a dit, alors, c'était bien ? Et voilà, il avait réglé le problème à lui tout seul en 6 heures de danse, c'était bon, j'avais tout compris. Parce que pendant 6 heures, je n'étais qu'une femme. Je voulais pas devenir qu'une mère. Je suis avec mon mari depuis, je crois que ça fait bientôt 15 ans, je ne compte même plus. Et c'est l'homme de ma vie. Et je savais que quand un enfant vient, il faut retrouver un équilibre à 3. Il était hors de question que je sacrifie ma vie de couple, mon mari, pour l'enfant qui allait arriver. Ça, c'était clair. Pendant peut-être la première année, enfin je dis 1 an, c'est plutôt 2, mais au moins 1 an et demi, j'ai pas eu l'impression d'être en couple. J'ai l'impression qu'on était 2 à s'occuper de Sacha et à vivre l'un à côté de l'autre, quoi. Vraiment même pas de vivre sous le même toit. On n'avait pas les mêmes rythmes, pas les mêmes problématiques au même moment. Enfin, on n'avait plus le temps ni le courage de se parler parce qu'on était trop claqués. Donc du coup, on vivait en parallèle. Pour le coup, ça m'a drôlement motivée pour lui apprendre à ce que je la couche, elle dorme. Donc, je lui ai appris à s'endormir toute seule. Elle va avoir 30 mois. Le soir, je la couche, elle dort. Parce qu'à partir de 8h30, bébé, c'est au lit. Et c'est papa, maman qui s'occupent de eux, de leur soirée, qui se racontent leur journée et ce genre de choses. Et c'est même pas pour rire, elle reste une demi-heure de plus. Donc, sous ces airs encore de mère parfaite qui a réussi à caler son gamin, à le mettre au lit, il pleure pas, ça n'a rien à voir avec elle. C'est pour mon couple et pour moi. J'ai dû m'enfermer dans un rôle de maman, mais j'avais quand même au fond de moi l'envie d'être une amante. Vraiment, je l'avais cette envie-là, mais j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas. Ça me semblait pas naturel. Je me voyais pas débarquer un jour en barésie et machin devant mon mari qui m'avait pas vu comme ça. Il m'aurait dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, rien que s'il m'avait dit ça, mais là, ça aurait tout cassé, quoi. Et puis de voir mes filles qui s'éveillaient à l'amour, ça me renvoyait à ce que je disais tout à l'heure, à mes premiers émois, bien sûr. Oui. Ça a remué des choses en moi. Il y a tout ça qui se mélange. Bon, je sais pas ce que ça fait. Et puis, un jour, ça m'est tombé dessus. J'ai eu un coup de foudre pour un homme, mais total, quoi. Enfin, quand je ressonge, c'était total. Quand elle a eu 2 ans et demi, donc elle est rentrée à la maternelle. On est arrivé sur Paris, donc j'ai commencé à travailler. J'étais toute fofolle, j'avais envie de découvrir la ville, j'étais dans un truc d'expansion, voilà. Et puis, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu pendant quelques temps 2 relations, quoi. C'est-à-dire la relation avec la personne que j'avais rencontrée, qui était en l'occurrence une fille. Et mon mari, avec qui j'étais toujours bien. Et pendant 6 mois, j'allais dormir chez ma copine. Le lendemain matin, je partais vers 7h. Je traversais tout Paris. Je retrouvais mon mari qui partait bosser. Là, je réveillais ma fille. Je préparais le petit déjeuner. Je l'amenais à l'école. J'allais travailler. Je la récupérais. Le 4h, le parc. Je rentrais. On mangeait tous les 3. La famille du cœur, la famille du bonheur. Et puis je la couchais. Et là, je repartais, je baisais toute la nuit avec ma copine et je recommençais le lendemain matin. Je me suis jamais sentie aussi belle de ma vie, aussi sexy, aussi... Ah ouais, c'était... Et là, on remet tout en question, quoi.
cette famille qu'on a voulu, qu'on a construite, ces enfants qu'on a élevés. Et d'un seul coup, il y a tout ça qui vole en éclats, quoi. Et là, je m'aime pas trop en tant que maman là dans cette partie-là de ma vie parce qu'elle passait après, quoi. Parce que c'est des faux sourires, parce que ouais, j'arrive alors que t'arrives jamais, parce que t'es au téléphone, parce que t'es en train d'envoyer des mails, parce que t'es en train d'envoyer un texto, parce que t'écoutes le morceau de musique que t'écoutais la veille, c'était trop bien. Enfin bref, et juste t'es pas là en tant que maman, quoi. Même quand tu racontes des histoires, t'es pas vraiment là. Le soir, quand tu dis au revoir, t'es déjà en train de te dire bon, faut vite que je trace. Moi, je passais dans la chambre, puis j'allais vérifier que les filles, elles étaient, que ça allait, tout allait bien, qu'elles dormaient bien, qu'elles étaient couvertes, enfin, comme font toutes les mamans, je sais pas. Enfin, moi, je faisais ça. Et je me souviens les avoir regardées en me disant, pour cet homme, je serais capable de partir, quoi. Le papa un jour m'a dit, t'as changé, qu'est-ce qui se passe et tout. Et voilà, je lui ai expliqué, j'allais pas lui mentir, j'allais pas dire, non. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Il m'a dit, tu choisis. Là, j'ai dit, je choisis l'autre. Voilà. Donc quand il a dit, c'est elle ou moi, et j'ai dit, c'est elle, et je suis partie. Je me souviens que je suis arrivée chez ma copine, et j'ai pleuré quasiment toute la nuit. J'avais l'impression d'avoir le bide, le ventre... ouvert, quoi, et comme une sorte d'hémorragie, et comme si j'étais amputée, en fait, quoi. J'ai failli mon devoir de mère, une vraie mère qui a le sens de ses enfants. Enfin, moi, j'y crois dur comme fer à ce que je dis là. Une vraie mère qui a le sens du devoir de ses enfants, elle serait restée. De temps en temps, quand j'allais dans les parcs et que je voyais les autres mamans avec leurs enfants, ou les couples, j'en aurais pleuré. Oui, je me sentais... j'avais l'impression d'avoir abîmé quelque chose, d'avoir cassé un truc un peu idéal, quoi. Enfin, d'avoir cassé quelque chose de super joli, quoi. Très inconsciemment, j'avais peut-être pas envie non plus de... Peut-être cette mère qui se sacrifie. Bien sûr, j'avais peut-être une certaine culpabilité, mais je me disais, là, tout de suite, ce que je vis, c'est juste pour moi. Tu peux avoir la partie féminine qui est complètement à l'opposé de la partie maternelle. Et là, c'était le cas, quoi. C'est-à-dire que, en tant que mère, j'avais aucune raison de quitter mon mari. Enfin, j'avais aucune raison de quitter la cellule familiale. Et en tant que femme, il fallait que je parte. Je regrette pas. Ah non, c'était trop bien ce que j'ai vécu. Je souhaite à toutes les femmes de vivre ça sans tout casser. Voilà. Je me souviens même de moments où mon fils était nourrisson, je le portais contre moi, genre il pleurait et j'essayais de le consoler et je me faisais chier. Et je parcourais l'appartement et je voyais plein de poussière partout, la vaisselle sale, tous les trucs qu'il faudrait faire. Mais même ça, qui était à peu près l'horreur de ce que je pouvais faire avant que j'ai des enfants, me paraissait enviable plutôt que d'être en train de consoler mon bébé qui pleurait et que j'avais sur l'épaule depuis à peu près 2h30, quoi. Il mettait 1 heure à boire son biberon parce qu'au début, ils n'arrivent pas à téter. Et ça, c'est super chiant. Des fois, je faisais même de la musique sur mon ordi en même temps, avec le casque et le biberon. J'essayais de me caler des trucs. Je me suis dit, mais il faut que j'invente un truc, cale biberon, je sais pas quoi, pour continuer à faire mes trucs. Ça mettait vraiment 1 heure à manger et toutes les 3 heures. Donc à un moment donné, c'est juste impossible. Mais on regarde Internet en même temps, on a la souris comme ça, on va faire un tour sur Facebook, on en profite pour regarder 2-3 trucs, on lit une page de journal, on fait un texto. Mais après, quand ils grandissent, ils se rendent bien compte qu'on est en train de faire autre chose. Donc là, ça devient encore plus problématique parce qu'il faut réellement jouer à la dinette avec eux. Et puis, il y a un moment, on laisse tomber, quoi. On se dit, apprends à jouer à la dinette tout seul parce que maman a des choses à faire. D'abord, je me fais pas beaucoup violence. Je disais tout à l'heure, j'ai horreur d'aller au parc. Ma fille adore ça. Le week-end, elle y va avec son père. Moi, vraiment, quelque part, je me dis, si j'étais une bonne mère, je prendrais sur moi et je me dirais, allez, il y en a pour 2 heures, on va au parc, machin, etc. Et j'arrive pas à surmonter ça, quoi. Vraiment, ça me fait tellement suer. Moi, je déteste aller au parc. Alors, quand j'emmène au parc, forcément, je m'ennuie. Alors que faut courir après, surveiller et tout. Mais alors, ça, c'est... Ça, pour moi, c'est dur, le parc, j'avoue. Oui, tu te retrouves au parc et tu te dis,
voilà, quand tu vois les mamans qui s'extasient, tu fais, mais arrêtez, quoi, les meufs, mais vous avez pas de... Enfin, c'est des no-life, quoi. Enfin, vraiment, puis tu deviens débile, enfin... Je supportais plus quand le soir, la seule chose que j'avais fait de toute la journée, c'est faire des « Ah gaga, oh le bébé à sa maman ». Oh, les jolis petits joues, le nez, la bouche, les petites chansons, les comptines et tout. Ok, c'est super mignon, mais honnêtement, c'est pas enrichissant psychologiquement. T'arrives le soir, t'as l'impression d'avoir 2 d'intelligence, quoi. Enfin, limite, heureusement que les neurones meurent pas comme ça, quoi, parce que tu te dis, après 3 ans de congé parental, c'est bon, il te reste 2 neurones, quoi. Même dans des gestes, enfin, ou dans une illusion de mère parfaite, l'objectif peut être complètement indigne. Hein. Exemple, quand elle était toute petite et qu'elle braillait tout le temps, je pouvais pas la porter sans arrêt parce que moi j'avais des choses à faire et que j'avais pas envie de la porter. J'ai opté pour l'écharpe de portage. Ça fait très maternage proximal quand même. Mais alors c'était pas du tout pour ça, c'était juste que au moins là j'avais les bras de libre et au moins elle pleurait plus et tout le monde était content. Mais c'était pas pour elle, hein. Pas parce qu'elle est mieux mise, le dos, machin, mieux assise, rien à voir. Du tout, c'était pour mon confort complètement perso. J'aimais l'acheter aussi, hein. Je l'ai pris facilement de dessin animé pendant Roland-Garros. Moi, j'ai la chance d'avoir mon enfant 1 semaine sur 2. Et je répète, le fait d'avoir cette chance-là, parce que c'est vraiment une chance, la garde alternée, franchement, je crois qu'on n'a rien inventé de mieux. Il y a 1 semaine où t'es maman à 100%, t'es sage, tu te couches à des horaires corrects, tu manges correctement, ton frigo, il y a des légumes dedans, enfin, voilà, t'es bien, t'es équilibré, tu te lèves tôt, tu vois, la maison est rangée, enfin, c'est super. Et la semaine d'après, t'as 17 ans, tu sors, il y a que des bouteilles de bière et de champagne dans ton frigo. Je sais pas, en ce moment, dans le congélateur, il y a vous savez, les mini-glaces. Bah, le problème, c'est que c'est moi qui les mange, donc... Je suis très spécialiste du dégage dans ta chambre. Je trouve ça mieux que va dans ta chambre. Va dans ta chambre, c'est trop gentil. Va dans ta chambre, ma chérie, tu sais, la mère parfaite. Va dans ta chambre. Dégage. Donc, ouais, puis qu'est-ce que j'ai fait comme coup encore le mouche bébé, c'est toujours l'enfer. Donc, elle voulait absolument pas que je lui mouche le nez. Donc, j'ai fait croire que si je lui mouchais pas, ça allait monter dans les yeux et qu'elle verrait plus rien. Là, elle a couru pour que j'aille lui moucher le nez. Oui, on manipule un peu nos enfants, oui. Bon, tant qu'on peut le faire, ça durera pas éternellement. Comme j'ai une enfance, moi je suis née dans un quartier, d'accord ? Donc me battre, moi à 8 ans, je cassais la figure au mec qui en avait 12. J'étais un petit peu la mini-caïd. Sans méchanceté, mais je me laissais pas faire. J'ai jamais vraiment connu la peur, honnêtement. Jusqu'à la naissance de ma fille, la peur, je savais pas trop ce que c'était. Et puis j'ai eu Océane, et j'ai découvert la peur. Mais la peur panique, enfin la peur viscérale. La peur qu'on lui fasse du mal, la peur qu'elle souffre, la peur qu'elle meure, qu'elle disparaisse de ma vie. C'est moche, mais en fait, c'est le premier sentiment qui arrive quand on a son enfant et c'est pas l'amour. Et ouais, c'est ça qui... c'est comme ça, mais c'est d'abord la peur. Alors, ça se présente de différentes manières. Je sais que moi, j'avais peur qu'on me l'enlève. Donc, je me levais la nuit pour être sûre qu'on me l'avait pas prise. Moi, pour ma part, j'en suis devenue un petit peu, presque un peu parano, c'est-à-dire que je suis pas du tout quelqu'un qui est dans l'angoisse, je suis quelqu'un qui vit très bien, qui en plus va bien, pas de problème de santé, donc qui n'y pense pas. Et en fait, quand on devient parent, en tout cas moi quand je suis devenue mère, j'ai toujours un peu en toile de fond l'impression qu'il pourrait arriver un truc à ma fille, quoi. Ça c'est super fatigant. Le problème, c'est que t'arrives même pas à la transmettre à quelqu'un. Tu peux pas, tu vois, dire... passer le relais à ton mec, quoi. Par exemple, écoute, tiens, vas-y, j'arrête d'avoir peur, débrouille-toi. Non, c'est une peur de tous les instants. Enfin, me concernant, c'est une peur de tous les instants. C'est vraiment eux qui détiennent notre vie entre leurs mains. C'est s'il leur arrive un truc, notre vie est foutue, quoi. C'est-à-dire que notre couple en prend un coup, un coup. C'est même pas un coup, c'est la mort de tout, quoi. C'est-à-dire que tout s'arrête, quoi. C'est hyper oppressant. C'est hyper oppressant. Ils ont ce pouvoir-là aussi, quoi. Par exemple, quand mon enfant tombe, et que notamment les mamies sont
en train de flipper, de se précipiter et tout. J'essaie vraiment de leur dire non, fais comme si de rien n'était et puis laisse-le se relever et tout. Et j'aime bien que mes enfants soient un peu durs à cuire, quoi, qu'ils se mettent pas à pleurer parce qu'ils sont tombés à genoux alors qu'il n'y a pas la moindre égratignure. Et je pense que, je fais vraiment comme si de rien n'était pour qu'ils comprennent que c'est pas grave. Après, bon, j'ai beau faire ça, j'ai un fils qui est une pleureuse incroyable. Donc finalement, ça marche pas tout le temps. Est-ce que j'ai peur pour elle ? Non. Je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est horrible ce que je vais dire. Parce qu'en fait, elle va à l'école en mini-short, machin, comme toutes ses copines, avec les talons et tout, machin. Et je me dis, mais est-ce que je devrais pas lui dire de s'habiller avec des trucs plus longs, avec, je sais pas moi, des fringues plus... moins... Hein. Puis je me dis, de toute façon, et je dis, qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Je veux dire, si même au pire, il lui arrive quelque chose de grave, elle se fait violer et tout, machin, de toute façon, je peux pas être avec elle 24 heures sur 24. Donc, il vaut mieux que je puisse trouver les mots et l'écoute si jamais ça lui arrivait, plutôt que là de me prendre la tête en imaginant toutes les conditions qui pourraient faire que tous les jours il pourrait lui arriver soit un accident de voiture, soit un truc, soit un viol, soit un machin. Je peux pas passer ma vie à prévoir des trucs qui vont même pas forcément arriver. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est super difficile, mais je pense qu'en fait ça peut que les aider. Et je ne compte pas, en plus, alors ça choque tout le monde, je ne compte pas être derrière elle tout le temps, quoi. Même si je sais que j'aurais peur quand elle va sortir, je compte bien à ce qu'elle sorte et qu'elle reste pas samedi soir à la maison quand elle aura 18 ans. Je compte bien qu'à l'âge là, moi je puisse aller au théâtre avec mon mari tranquillement et qu'elle aille en boîte avec ses copines, quoi. Tu sais, dans les faits divers, tu lis des choses horribles. Un enfant a été secoué, il est mort. Ou il est handicapé à vie. Tu sais que c'est interdit. Quand nous, on a la chance de savoir que c'est interdit. Mais les filles, les autres ne savaient pas. À l'époque de ma maman, on ne savait pas. Il y a eu des moments, sachant que c'était dangereux, où j'ai pris, l'une ou l'autre, la grande ou la petite, j'ai pris, pas longtemps, mais 2-3 fois secoué comme ça. Tu vois, avec les poings serrés, avec une espèce de rage qui est pas du tout feinte, qui est pas du tout... Parce que sur le moment, t'es dans un tel état de nerfs, t'as dormi 1 heure, ça fait 4 nuits que tu dors 1 heure, 1 heure et demie par nuit. Ton bébé pleure, tu sais pas pourquoi. À un moment donné, tu en as tellement marre que tu te dis, je vais secouer ce gamin pour qu'il se taise. J'en pouvais tellement plus des pleurs et des cris, il y a la fatigue, ils font pas leur nuit, nous on sait pas où on en est, on est crevé de l'accouchement, où je l'ai prise, alors là, calmement, où je l'ai mise dans son lit avec son doudou et je suis partie faire le tour du pâté de maison. J'ai laissé toute seule à la maison pendant un quart d'heure. Ça, je l'ai fait. Parfois, quand il y a une incompréhension entre l'enfant et la mère, c'est vachement violent, ça aussi, quand ils se mettent à pleurer pendant des heures et que tu ne comprends absolument pas. Et ça devient juste des cris. C'est même plus un appel, c'est même plus... je demande, c'est même plus une demande, ça devient tout simplement insupportable en fait. Et oui, il y a des moments où j'ai besoin de m'isoler, je vais dans la salle de bain, je crie un peu même, ou alors je suis sèche avec lui, c'est maintenant stop quoi. À un moment ou à un autre, effectivement, il faut qu'on sorte de la pièce, sinon on va devenir violent. Donc, ou alors c'est le moment où on appelle un peu le conjoint à la rescousse pour qu'il prenne le relais, parce que généralement on fait avec beaucoup de tact et de diplomatie. Mais voilà, je veux dire, ça m'est arrivé de dire à mon mari, vas-y toi, parce que là, moi sinon je lui tape dessus. Elle nous avait fait passer une matinée d'enfer. Je suis partie. Mais je suis allée dans la salle de bain, pour le coup son petit tabouret où elle monte pour se brosser les dents, il était déplié, je l'ai replié et j'ai tapé tellement fort contre le mur que je l'ai cassé. Donc heureusement que c'est pas elle que j'ai mis une claque. C'est pour montrer un peu les nerfs et la force qu'on est capable d'avoir, tellement on n'en peut plus. Élever les enfants uniquement à l'explication raisonnée, c'est trop fatigant. Il y a un moment où les enfants veulent des limites. Alors soit on leur explique les limites, mais ça prend 20 minutes, soit on leur met une fessée, ils pleurent, et puis voilà. Au bout de 3 fois, ils savent que ça récolte une fessée, donc voilà, c'est le truc.
La deuxième, la cadette, là, la virulente, là où je lui ai foutu une baffe à 16 ans, elle est plus grande que moi, je suis montée, elle était dans l'escalier, je suis montée jusqu'à sa hauteur, elle marche au-dessus, pour être à la hauteur, lui foutre une baffe maison, parce que elle avait manqué de respect, mais à ce point-là, ce n'est pas possible, quoi. Ah, tu m'as fait ça. Je te le pardonnerai jamais. Bon, je crois qu'elle m'a pardonné, parce que, je sais pas, mais je pense... Je me souviendrai toute ma vie. Moi, je suis une génération où on foutait des baffes aux gamins, hein. On foutait des fessées, hein. Moi, non, j'en ai mis. Hein. Oui, j'en ai mis. Elles ont eu des bonnes claques sur le cul aussi souvent que nécessaire. Avec un côté où t'arrives, t'es dans une colère intense et... Ah, ça soulage tout le monde. Oui, alors par contre, quand elle défoule, quelque part, là, on culpabilise. C'est-à-dire que, vous demandiez tout à l'heure si c'était on culpabilise. Je pense que quand elle part, parce que vraiment elle défoule, quand c'est la fessée raisonnée, en disant, bon, maintenant, je t'ai prévenu, c'est la 3e fois, c'est bon, il n'y a plus de sommation. Celle-là, elle me fait pas culpabiliser. Une fois ou deux, c'est arrivé, c'est la fessée réflexe, quoi. C'est vraiment et celle-là, elle fait culpabiliser. Il y a eu... 2-3 jours de galère où elle était bien chiante, elle me cherchait bien, et puis elle voulait du vernis bleu. Je lui dis ok, je te le ferai demain. Et je répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça commençait vraiment à monter. Je dis arrête de me chercher parce que tu vas me trouver. Et je pars fumer une cigarette, je reviens, il y avait du vernis bleu partout sur ses mains, du vernis sur le canapé, du vernis partout. Et là, ouais, j'ai pété une case, ouais. Là, je l'ai pris, je l'ai secoué, je lui ai mis une raclée. Chaque coup que je lui donnais, c'était un coup de poignard dans mon cœur. Et j'avoue, c'était une raclée de défoulement, ouais. Je suis pas fière de dire ça, mais je pense que les femmes ont besoin d'entendre que, ouais, on peut craquer, on peut donner une raclée de défoulement, qui sert strictement rien à l'éducation de l'enfant, on est d'accord, qui sert juste à défouler la maman, ouais. À éviter peut-être que tu prennes ton enfant par la gorge et que t'ailles plus loin, la collant contre le mur ou la jetant par la fenêtre, comme ça arrive dans les faits divers. Mais ouais, là, c'était une vraie souffrance, ouais. Elle a eu mal. Et elle a eu peur. J'étais vraiment en colère, j'avais vraiment un faciès déformé, tu vois. Il y avait de la haine en moi. Et elle l'a pris de plein fouet, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Et il y a eu 2 choses qui sont passées après. Donc je suis partie, j'allais fumer une cigarette, ma fille pleurait, elle pleurait à fondre la main, vraiment. Et je suis revenue, je me suis mise à genoux, je me suis excusée auprès d'elle, et je voulais la caresser. Et quand j'ai mis la main comme ça, elle a fait ça. Je me sens coupable quand je la mets chez la nounou pour venir ici alors qu'elle a fait de la fièvre ce matin. Je me sens coupable de leur faire des longues journées parce que j'ai un travail où je finis tard, d'être en horaire décalé. Donc des fois, ils me voient pas le matin, ils me voient pas le soir. Je me sens coupable de pas passer mes vacances avec eux parce que je travaille. Je me sens coupable tout le temps. On est toujours tiraillé par l'image de la mère parfaite, présente, aimante et douce. En plus, des fois, j'ai l'impression de pas être douce particulièrement, parce que même des fois, je culpabilise parce que je parle vachement fort. Et là, en ce moment, mon bébé, il commence à babiller, enfin à parler, à faire des sons, et il parle vachement fort. Je me dis, merde, j'aurais dû peut-être être une maman douce, à parler doucement, peut-être qu'il va être agressif, du coup, et que il va parler genre... qui va parler comme un poissonnier. Ouais, il t'a encore fait ça, mais tu te rends compte de la mère que tu es, mais qu'est-ce que tu offres à ton enfant? Tu te fais des reproches, sauf que toi, tu passes la nuit à pas dormir, ta gamine, elle dort. Elle fait ses rêves avec les petits bisounours, machin. Elle se réveille le matin avec les yeux tout endormis, chaude comme un petit croissant, puis elle te fait « Oh maman, je t'aime !» Et toi, t'as passé toute la nuit, mais comme une pauvre tâche, à te dire « Mais c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je suis un monstre !» À chaque étape, c'est super dur de savoir si, oui, j'ai le droit de me comporter comme ça, ou est-ce que je pourrais mieux faire. On cherche toujours à bien faire, même quand on accepte d'être, entre guillemets, une mauvaise mère, c'est-à-dire de ne pas correspondre au canon de la mère ou au cliché de la mère. Le but, c'est pas d'être mauvaise pour être mauvaise, c'est quand même de faire à peu près bien les choses, mais en faisant en sorte que ça nous corresponde. Mais... C'est vrai que c'est assez effrayant, parce que j'ai l'impression parfois que la moindre petite chose peut avoir des conséquences irréversibles sur ce qu'il va être, sur les choix qu'il va faire. Alors, du coup, on essaye d'être vraiment attentif à ça. Mais après, et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette culpabilité-là. Je suis une merde. J'ai une enfant génialissime.
Et moi, je me comporte comme une merde. Elle a juste besoin d'amour, de cadre, tu sais, super nanny, machin, d'amour, de cadre, de fermeté et de douceur. Et moi, je lui donne ma violence, je lui balance ma rancœur à moi de petite fille, je lui balance à travers des dents, je lui balance ma déception de ce que j'aurais voulu faire de ma vie et que j'ai pas réussi. Je lui balance des trucs qui me concernent en pleine face, elle le mérite pas. Donc la culpabilité, elle prend ce goût-là. Non, c'est incroyable. T'as dit ça? Le mensonge universel, c'est ta maman, quand elle apprend que t'as un enfant, et elle te dit, tu vas connaître le plus beau jour de ta vie. Le mensonge. C'est pas un mensonge, c'est un énorme complot. On vous dit que c'est merveilleux. On vous dit que ça. Donc quoi que tu fais, toi? Bah tu rêves. Ah ouais, ça va être comme ça. Et comme ça. Tu te fais ton film. Tu inventes le bébé idéal et tu inventes l'accouchement idéal et tu inventes la maternité idéale. Parce que c'est normal, c'est l'inconnu. Donc t'as deux solutions. Ou t'as les pépettes et tu t'imagines le film gore avec du sang partout. Ou alors tu t'imagines ce truc magique que ta maman te transmet. Ah oui, les enfants. Ah, c'est pas très facile les 3 premières années. Mais bon, c'est bien, on est content de les avoir. Les premiers mois, c'est un petit peu difficile, le temps qu'ils fassent leur nuit. Honnêtement, on se dit, bon, ça va être compliqué, mais ça sera pas la mer à boire. En fait, non, pas du tout. C'est bien la mer à boire, c'est même l'océan. Mais il y a personne qui nous dit tu vas perdre une partie de ta liberté, tu vas perdre ton insouciance, tu vas te retrouver avec un très fort sentiment de responsabilité. Il y a personne qui vous décrit ce poids. Mais merde, ça arrive pas, j'y arrive pas, donc moi je suis nulle. Et je me suis tournée vers ma maman en me disant, pourquoi tu m'as raconté ça? Toi, tu m'as dit que c'était génial. Et moi, je suis là, et je suis nulle. Et je me suis mise à pleurer, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a tapotée. C'est vrai que j'avais une vraie douleur, quoi. Ça sortait, ça faisait super mal. Puis elle me dit, bon, ça y est, t'as fini? Mais tu crois pas que moi, j'en ai chié avec toi? Et le choc. Tu sais, la maman parfaite qui est la tienne, elle vient de t'avouer qu'elle est comme toi. Après, ce mensonge, il continue en plus dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a le mensonge pour vous inciter à devenir mère, et puis après, il y a les mères s'approprient ce mensonge-là en feignant d'être une mère parfaite, qui élève parfaitement ses enfants, qui ne hausse jamais le ton, qui est toujours dans la raison, jamais dans l'impulsion. Il y en a même qui vous expliquent que leurs enfants, depuis toujours, sont très intéressés par les reportages sur l'architecture. Je cachais le fait que ma fille... ma fille avait fait des bêtises ou avait collé une baffe à sa copine, tu vois. J'essayais de faire en sorte que, moi je suis une mère super cool, le 21e siècle, j'assure, machin. Moi, mes gamins, ça se passe très bien. Et à l'intérieur, il y avait une souffrance terrible parce que, 1, j'étais obligée de mentir, et 2, je savais bien que j'y arrivais pas du tout, quoi. Que mes gamines, elles me bouffaient, que limite, c'était elles qui commandaient. Je pense que c'est plus de la honte. La honte de dire que des fois ça va pas, que des fois on en a marre et que des fois on est fatigué. Sauf qu'en plus, au niveau de la fatigue, c'est un truc qui est évident, quoi. Je vois pas pourquoi, notamment les premiers mois, je vois pas l'intérêt de se faire passer pour Wonder Woman. Le regard des femmes entre elles est presque pire. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué avec vous. C'est presque pire que le regard des hommes, à la rigueur, que les hommes pourraient avoir sur nous. Et la mère indigne, en fait, c'est le jugement des autres. Et de quoi ils se mêlent? Qui s'occupent déjà de leur propre histoire, c'est des liaisons jeunes, fortes à faire. De quoi ils se mêlent? C'est le jugement de l'autre, la mère indigne. Et la dernière fois, j'étais sur mon balcon en train de fumer ma cigarette, et on a vis-à-vis, vive Paris, il faisait chaud, donc les fenêtres étaient ouvertes, et j'entends dans l'immeuble en face le papa qui fait mais il y en a marre, tu vas te calmer, ta mère, elle en peut plus, et puis moi aussi. Et là, je me dis, il n'y a pas que chez nous. Voilà, allez, c'est terminé. Maintenant, elle est née et c'est toute ma vie. Parce qu'il n'est pas fini mon rôle de mère. Donc, je sais pas trop ce qu'est une bonne mère.
il a fallu que j'accepte de pas être une mère parfaite pour devenir une bonne mère. Donc par définition, il a fallu que j'accepte d'être une mauvaise mère, d'avoir des failles, d'avoir des choses qui me correspondaient pas, d'avoir des moments de dégoût, des moments d'indignation, des moments de fatigue et des moments où j'en pouvais plus. C'est un vrai combat. Je suis sûre que la femme libérée, la vraie femme libérée, elle viendra là. Quand la mère aura été supprimée, là, cette sacro-sainte mère qui ressemble à rien en plus. Moi, tu te rends compte, j'ai acheté des petits moules en plastique, là, pour faire des gâteaux. Moi. On se sent peut-être, avant la maternité, on se sent peut-être un peu super puissante. On a nos principes, on a un boulot, enfin bon, on dirait on a une réussite, etc. Donc quelque part, on est un peu Wonder Woman. Et puis la maternité, ça nous remet devant nos faiblesses aussi. Oui, ça te donne de la matière pour te penser différemment, pour repenser ton histoire différemment. Parce que tu es en train d'écrire la sienne en plus d'histoire, donc tu peux pas écrire la sienne sans réécrire la tienne d'une certaine façon. Donc il y a ce morceau de mer qui est venu se greffer. Je comprends que maintenant je suis complètement entière, mais c'est un peu cette greffe-là, faut encore qu'elle prenne quoi. Et il n'y a pas de traitement anti-rejet là. Mais au moins, ma fille m'a permis d'être moi-même, me permet de me découvrir autrement, elle me permet d'avancer. Et si elle n'était pas là maintenant, la vie, en fait, elle serait nulle, quoi. Voilà, j'ai pleuré là. C'est la fin de quelque chose. Je pense que c'est cette fin-là qui est difficile. Je pense que je suis une personne différente, définitivement. Et c'est irrémédiable, c'est même flippant parce que c'est à la vie à la mort, quoi. Et que c'est voilà, c'est irréversible. Je suis maman.